Bienvenue tout le monde à cet enregistrement d'un podcast dans le cadre du Living Lab Charlevoix avec nos stagiaires présentement de la 9e cohorte du stage de leadership et d'innovation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux piliers de la créativité du stage avec une invitée vraiment spéciale, très célèbre, une personne que je connais un peu dans un autre contexte. Et donc, on va se tutoyer, vous allez voir, Hélène Debilly. Hélène Debilly est écrivaine, poète, scénariste, qui a une formation en sciences politiques, a été journaliste pendant plusieurs années et elle vient de publier une biographie ou une mise à niveau, une mise à jour d'une biographie, une excellente biographie de Jean-Paul Riopelle qui s'appelle « Riopelle et moi ». Alors aujourd'hui, on va parler de Riopelle, évidemment, mais on va aussi beaucoup parler de toi, Hélène Debilly. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors Hélène, toi, en fait, on t'a vu, on t'a entendu en fait à plusieurs émissions, donc tu as lancé ton livre, je pense la semaine dernière, la semaine dernière, j'étais même à ton lancement à Montréal, merci de m'inviter. C'était vraiment un super lancement, si j'en ai vu un. Et tu as fait plusieurs émissions de radio, télévision, dont on t'a entendu à Paul Arcand. Alors, c'est-tu stressant de passer à Paul Arcand? Pas à Paul Arcand, ça ne m'a pas stressé parce que il y a très longtemps, j'étais allée en entrevue avec lui et là, c'est sa dernière année. Alors, je me sentais privilégiée de le rencontrer. C'est un grand intervieweur, c'est un grand morning man. Et c'est un type assez rassurant. C'est un ours, c'est un gros ours. En tout cas, je le vois comme ça. Alors, j'ai attendu quasiment 1 heure parce que je suis arrivée très à l'avance, comme si je voulais pas le manquer. Non, j'étais très rassurée avec lui. Par contre, avec Franco Nuovo, quelques semaines avant, j'étais nerveuse. Je dois l'avouer. Je ne sais pas, c'est le style de Franco. Je ne savais pas à quoi, je savais pas trop. Là, j'étais un peu sur le piton. D'ailleurs, ils ont ri un peu de moi, puis c'est correct aussi, mais... Alors, Hélène, tu as tellement de choses à nous raconter aujourd'hui. On en parlé un petit peu en pré-entrevue. Donc, tu as publié cette biographie-là sur Jean-Paul Riopelle il y a quelques années et c'est une mise à jour aujourd'hui. D'abord, dis-moi, si Jean-Paul Riopelle était ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verrait? Mais ça dépend à quel âge, si on le ramène à quel âge. Quand Jean-Paul Riopelle était un homme... Quand tu l'as connu. Quand je l'ai connu, je l'ai connu quand même, il y avait une 60aine d'années. La première fois que je l'ai vu, c'était en 85. C'était un homme usé, mais encore très vif, avec un charisme incroyable et tout. Et je pense que vous seriez toutes électrisées de voir Riopelle, qui était le charme incarné. Vraiment, je le pense. C'est sûr qu'après ça, il a décliné assez vite. Parce que, je veux dire, il a vécu à 100 000 à l'heure. Mais quand je l'ai rencontré en 85, on était tous tétanisés. Tu sais, c'était une star. Tu sais, c'était. Puis en même temps, très peu arrogante. Comme les grandes stars sont souvent, comme on dit, c'est des gens qui sont incroyablement accessibles une fois que tu es dans leur cercle. Alors, vous seriez charmé, vous seriez fasciné. Il vous parlerait de Giacometti, il vous parlerait des écrits de tout le monde. Et moi, je l'ai été tout de suite. C'est un coup de cœur. Puis c'est comme ça que... Moi, je fais tout à partir du cœur, je dirais. Alors, c'était un coup de cœur. Je le trouvais formidable. Bon, Hélène, je pense ce qu'on sait de toi, tu es quand même assez fonceuse, hein? Il faut être fonceur pour être journaliste, mais là, tu sais, la question qu'on se posait même, tu sais, c'est comment quelqu'un réussit d'abord à entrer dans son univers et à le questionner, éventuellement écrire une biographie. Parce que là, c'est son 100e anniversaire. Ça va être toute une année, hein, à travers le monde. Et toi, tu sors cette biographie-là. Je sais que ça faisait partie de tes plans de la mettre à jour pour toutes sortes de raisons.
Comment as-tu réussi à faire ça, Hélène Deby? Oui, 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 oui. Je pense que c'est une très bonne présentation parce que c'est vrai que ça prend une certaine audace. Et vu que vous êtes des gens qui analysent un petit peu comment, avec les difficultés, comment on s'arrange, moi, c'est que je voulais mettre cette biographie à jour de façon classique, c'est-à-dire ma biographie première, donc de façon académique, de tout retracer et tout. Mais on a mis dans certains cercles, puis pas tout le monde dans ces cercles-là, mais certaines personnes chez les ayants droit ont mis en doute mes capacités de le faire. Et ont demandé de me réviser et de me corriger. Ça, c'est pas le fun. Alors, avec mon éditeur, j'avais signé un contrat, j'ai dit, est-ce que je peux faire juste le journal d'une biographie? Mais tu sais, ça serait toutes mes biographies, puis tout ça. Mais tu sais, là, je voulais plus le faire, je voulais plus m'engager dans le projet que j'avais fait. Et quelqu'un m'a dit oui, mais après ça, quelqu'un m'a dit non. Puis on dit, si tu veux t'en aller, c'est pas grave, on ne te fera pas de... Alors là, j'ai décidé de changer d'idée et de plutôt raconter ma version des faits. Alors, j'ai opté pour quelque chose qui était, vous êtes un lab d'innovation, c'est une solution innovante. Parce que c'est très original, c'est que chaque chapitre de la biographie est suivi d'un chapitre où j'ai dit « je », comment moi je l'ai rencontré, comment il m'a tendu la main et tout ça. Après ça, je reprends ma vieille biographie et ainsi de suite. Ça s'appelle ça les coulisses de la biographie. Donc, c'est mon histoire à moi, personne ne peut me l'enlever. Tu sais, disons, je dis, j'arrive la première journée, il me tend la main et tout ça. Personne ne peut dire, non, non, là, c'est pas ça qui est arrivé. Ben oui, c'est dans mes notes. Puis mes notes, je les ai déposées à Archives Canada en 2000. Tout le monde peut vérifier. Alors, tu vois, c'est la solution que j'ai trouvée, mais in extremis, j'avais complètement abandonné. J'avais mis in memoriam la biographie, j'avais collé ça sur la vieille biographie. Autrement dit, à un moment donné, j'avais abandonné complètement l'idée de faire ça. J'avais une bourse, tu sais, ça allait mal, ça allait mal. Mais Hélène, pour les gens qui ne sont pas au courant, là, donc tu avais publié une première biographie. Oui. Donc, c'était en quelle année exactement? En 96. Riopelle, quand j'ai écrit ma biographie, en premier, il était vivant. Tu sais, il n'y avait pas de grande société là, autour de lui. Mais rendu maintenant, il y a 2-3 ans, c'était devenu une fondation avec toutes sortes de gens sérieux et tout ça, que je respecte énormément. Mais là, certaines personnes m'ont demandé si tu veux, de me vérifier, de me corriger et tout ça. Et là, ben, je trouvais que c'était plus possible, tu sais. Alors, j'ai décidé d'abandonner le projet, puis après, j'ai décidé de le reprendre autrement. Puis là, il est là. OK. Là. Mais ta première biographie que tu as publiée, comment ça s'est passé pour que tu as rencontré, tu en parles dans ton livre, donc comment tu as rencontré, là, fait que les appels, de ce que je comprends, tu arrivais, revenait au Québec après un séjour en France, c'était très connu là-bas, puis moins ici, en fait. Et c'est comme, il y avait comme un, ah, c'est ça, c'est étonnant. Et là, toi, tu étais là, le musée, il y avait une exposition, et là, tu es arrivé à ce moment-là, moment où il était encore peu connu au Québec. C'est ça. Alors, raconte-nous ça. Bien, je le rencontre la première fois en 85, tu sais, ça remonte quand même à longtemps. Et il est de passage assez rapide au Québec, mais il est question de faire une fondation à son nom. Alors, il est là, il y a une conférence de presse et on me le présente. Et c'est là que j'ai l'espèce de coup de foudre dans le guillemet, mais il y a d'autres gens, on est plusieurs, et il nous raconte des histoires. Il a vu le hockey la veille, il aimait beaucoup, Stachny avait compté à l'époque, tu sais. Et donc, moi, je ne décide pas tout de suite parce que je ne suis pas historienne de l'art et tout ça. J'attends jusqu'à 92. Puis, ah oui, je vais l'interviewer une fois de temps en temps pour des magazines. Tu sais. Je vais l'interviewer, tout ça. Mais je lis un peu connaissance avec lui. Puis à un moment donné, Huguette et sa nouvelle femme est là, puis je leur propose d'écrire la biographie de Jean-Paul. Ils disent oui. Jean-Paul, il aimait ça, avoir un public, tu sais. Puis moi, je revenais sur sa vie, puis tout ça, puis ça lui plaisait. Donc, il a dit oui. Après ça, il a dit non. Il était réputé pour changer d'idée. Et il a dit non.
Et puis après ça, il a dit oui encore. Alors, la première biographie était déjà, je te dirais, une espèce de tour de force circassien. Je veux dire, tu sais, pourquoi avoir décidé d'en publier une autre, ça, je ne sais pas, parce que tu sais, c'est toujours périlleux avec des artistes de cette envergure-là. Tu sais, c'est des œuvres, c'est beaucoup de. Tu sais, c'est gros. Tu sais, c'est gros pour quelqu'un comme moi. Là. OK. Justement, Hélène, c'est comment, ben, quelqu'un comme toi, quand même, tu sais, tu es, quand même une journaliste réputée, Oui, mais j'ai pas tout le parcours, d'agent, mais j'ai pas, tu sais, aux États-Unis, là, ces genres de choses-là, ça se fait. La personne a un agent, tu sais, c'est pas toi qui vas négocier, là. Moi, oui, tu sais, allô, je le fais, non, je te jure, c'est périlleux, je ne le referai plus jamais, je le jure. jamais. Donc, Ben, justement, Leonard Cohen, j'aurais tu jamais connais fait la d'ailleurs. biographie de Leonard Cohen, jamais. Non. Trop, milieu culturel trop différent aussi, tu sais. OK. Donc, c'est un milieu quand même que Ah, tu connais. Donc, on a une photo d'Hélène de Billy, justement, à l'écran avec Leonard Cohen. Alors, un petit clin je suis d'œil assez des fier Rachel de ça, tu sais. Il y a là, mais Jenny. c'est typique de ces grands séducteurs. Tu sais, t'es la moitié cute comme ça, mais il te rend cute, tu sais. Je sais pas pourquoi, là, t'es comme, t'es tout d'un coup, là. Ah, c'est le fun, c'était le fun, je suis fier quand même de la photo, tu sais. Non, lui aussi, c'est une star, tu sais, quand même. Bon, alors, justement, pour ceux qui sont moins familiers avec l'art de ce style, il est comment grand Riopelle dans le monde artistique, d'abord québécois et international? Il représente quoi? Parce que cette année, on va faire vraiment quelque chose de. On le sait déjà, là, mais il y a quelque chose de vraiment spécial à son 100e anniversaire. Donc, comment est-il grand, Hélène Riopelle? Est-ce que Jean-Luc Dupuis est là, là? Jean-Luc Dupuis est à l'écran d'ailleurs et Oui, qui qu'est-ce fait qu'il un fait là? film Es-tu d'ailleurs. réellement là? Oui, 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 il est là. Jean-Luc a même fait le stage avec nous dans les débuts et il OK, participe à OK, nos rencontres. OK, C'est un des OK. mentors de stage. Mais Jean-Luc, justement, on aura peut-être la chance dans la période de questions de parler un peu du projet de Jean-Luc. Et qui était là à son lancement la semaine passée, au lancement Oui, oui. d'Hélène. Mais Alors, comment est-il grand? tu veux savoir comment la fortune critique de Jean-Paul Riopelle. Je ne suis pas une spécialiste, mais Oui. il est clair, en tout cas pour moi, que Jean-Paul Riopelle a connu sa grandeur de gloire dans les années 50 et 60. Ça a été une comète dans le monde de l'art. Ça a été quelque chose d'inouï. Il était dans toutes les capitales, dans tous les musées, tout ça. Après ça, ça a un peu diminué et même plus, je dirais, si on veut être honnête. Au Québec, c'est comme la question inverse. Au moment où il était célèbre dans le monde, ici au Québec, pas un chat le connaissait. Et après ça, c'est l'inverse qui s'est produit. Ici, il est devenu très connu, mais pas tant que ça, parce que, tu sais, moi, j'avais la blonde du fils de ma belle-sœur, en tout cas, vous voyez un peu Jean. Elle reste sur la rue Jean-Paul Riopelle à Saint-Jérôme. Jusqu'à mon lancement, elle ne savait pas c'était qui. T'sais. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on dit, nous autres, qu'il est connu parce qu'il est connu dans les cercles qu'on fréquente, mais je ne suis pas sûre qu'il soit si connu que ça, dans le fond. Parce que tu vois, ça, c'est un exemple. Et beaucoup de gens me disent, non, non, je ne le connais pas. Puis, bon, alors, sa fortune critique, elle a eu des changements. C'est une période cruciale en ce moment. La Fondation va peut-être faire en sorte qu'il va revenir à New York, mais je pense que si tu vas à New York dans des musées où les œuvres qu'ils ont sont dans des caches, mais ils ne sont pas sur les murs. Non, non. Et la même chose à Paris. Je pense que tu vas à Pompidou, tu n'as pas d'œuvre de. Joan Mitchell s'accompagne, oui, parce qu'elle a connu un autre. Tu sais, en art comme partout, il y a des modes, il y a des. Tu sais, les femmes, à un moment donné, avaient été mises de côté. Après ça, les femmes sont revenues à l'avant-scène.
Et les abstraits ont eu beaucoup de vogue pendant les années 50. Après ça, c'est le figuratif avec Lucian Freud, avec Francis Bacon, avec tous ces gens-là. Alors, ça change. Et Jean-Paul Riopel, il a eu son heure de gloire dans ces époques-là. Et maintenant, c'est beaucoup plus discret à mon point de vue. Puis pendant des années, moi, j'allais dans les musées, puis je demandais aux gens, je demandais à voir quelqu'un, puis je disais, je suis la biographe de Riopel, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous n'avez pas de ces tableaux sur les murs? À Pompidou, à un moment donné, j'en revenais pas. Tu sais. Mais alors, on en est là. Si on veut être, en tout cas, réaliste et lucide, je pense que c'est ça. Tu sais, mais ça reste un grand peintre. Alors, si tu le compares en termes de quantité de productivité, parce que, tu sais, je veux dire, en sciences, en fait, on a étudié la créativité en sciences, OK? Oui. Et là, pour les étudiants, fait que, je veux dire, si tu veux être reconnu comme créatif en sciences, il y a un critère, c'est la productivité. Plus tu publies de papier, plus à quelque part, tu vas avoir des papiers là-dedans qui vont être reconnus, puis qui vont... Fait que, tu sais, il y a un truc de couper des saucissons en recherche que ben les gens critiquent, mais il reste que, tu sais, tu fais pas ta carrière avec un ou deux papiers. T'sais, fait que les gens vont publier beaucoup, beaucoup de papiers. Ils vont tomber sur un... Bref, c'était quelque chose qu'on avait remarqué en recherche, même des papiers sur la créativité en sciences, c'est associé à la productivité. Est-ce que Riopel était productif? Y a-t-il Absolument. beaucoup d'affaires? Combien qu'il y a d'œuvres? Dans tous les domaines. Et John Mitchell, par rapport à lui, est très, très peu productif. Très, très peu. OK. Et lui, dans tous les... Tu sais, John Mitchell n'a pas fait de sculpture, elle n'a pas fait elle a fait des œuvres sur papier, mais elle n'a pas fait... Elle détruisait beaucoup de ses tableaux et il en reste très peu finalement. Mais lui, très productif, effectivement. Si c'est ça pour vous autres, la créativité, Ouais. c'est lui le plus créatif des deux. Et donc, ben, j'ai pas dit ça, là, mais je veux dire, il y a comme un élément de productivité. Là. Plus tu es là, à un moment donné, on va. Et donc, est-ce que Riopel, mais comment il faisait un tableau par jour? Qu'est-ce on peut s'attendre à? Ben, je crois qu'il était, on le décrit comme quelqu'un qui tombait quasiment en transe, qui produisait, c'était très physique. C'est pour ça aussi que quand il est devenu physiquement moins fort, c'était moins spectaculaire. Mais il faisait des tableaux immenses avec, tu sais, il s'enfermait. On disait qu'il ne sortait pas tant qu'il n'avait pas terminé ses tableaux. Il faisait, c'était un gaucher au départ, Riopel, mais il peignait des deux mains. Et il commençait, il pouvait prendre un tube de peinture, prendre un couteau, et là, il décapitait et il allait directement avec la peinture et la spatule. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un lors de la première biographie qui m'a raconté ce processus-là parce que personne ne le voyait peindre. Mais lui, c'était un gars qui était un peu, tu sais, le gars qui s'occupe des choses autour. Alors, Riopel ne faisait pas attention. Alors, il l'a vu, puis il m'a tout décrit ça. Et ce monsieur est mort maintenant, mais c'est intéressant comment il décrivait ça. Alors, c'était quelqu'un qui était complètement dans ce qu'il faisait, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais, il était immergé dans sa création. C'était un gars instinctif aussi. Ce n'était pas un rationnel là, qui va prendre une règle qui va tracer un truc. Non, il y allait comme ça. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et tu dirais que ces tableaux les plus connus pourraient se vendre là, combien, mettons, des Je ne sais pas, derniers? Jean-Luc pourrait me dire ça. Moi, je n'ai pas beaucoup la notion de l'argent. Je ne sais pas, les tableaux, il y en a eu, il me semble que j'en ai mis un qui 7 millions là, dernièrement. J'ai mis mon ordinateur sur mon livre, je ne peux pas aller le consulter. Non, OK. Non, mais il y a quand même, donc il est quand même dans ces eaux-là, en fait. Oui, mais je sais, mais John, par exemple, a 20 millions. Tu sais, il n'y a pas de commune mesure. Lui, sa fortune critique est beaucoup plus basse que celle de John Mitchell. Oui, il faut le savoir. Puis on est content comme femme de savoir quand même qu'elle qui a peint un peu dans son ombre a quand même finalement droit à une certaine reconnaissance à ce niveau. Comme femme, on peut que se réjouir, je pense.
Et Joan Mitchell, c'était son épouse. Joan Mitchell, comment dire, c'était sa compagne. Elle a été auprès de lui, c'était une peintre américaine au tempérament, je veux dire, explosif, une très grande peintre qui aujourd'hui est reconnue partout. Ils ont vécu tous les deux à Véteuil, dans le pays de Claude Monet, l'impressionniste Claude Monet, que vous connaissez. Donc, ils étaient à Véteuil et tous les deux étaient influencés par ce peintre-là, même si Joan refusait de l'admettre, mais elle était encore plus que lui. Qu'est-ce qui les faisait vibrer? C'était la couleur. À travers le paysage. Vous savez que Claude Monet, qui était à Giverny, juste à côté, mais qui était renommé pour, entre autres, ce grand panorama qui s'appelait Les Nymphéas, qui a été installé à Paris en 1927. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant au sujet de Riopelle, qui avait un œil absolument extraordinaire. Riopelle, les Nymphéas de Claude Monet, reconnu comme un chef-d'œuvre à l'égal de certains, tu sais, comme Léonard de Vinci, disons, mais dans les années 50, les Français ne l'avaient pas encore reconnu. Ils trouvaient que c'était décoratif, que ça ressemblait à la décoration qu'on trouve dans les paquebots et tout. En tout cas, la critique ne l'avait pas admis. Et parmi les premiers à se déplacer et à voir la valeur des Nymphéas, Jean-Paul Riopelle et Sam Francis et Joan Mitchell. Mais je pense que c'est Jean-Paul qui, le premier, a redécouvert les Nymphéas. Il n'y avait plus personne qui allait là. Tu sais, c'est immense, les Nymphéas à l'orangerie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Riopelle savait vraiment, c'était quelqu'un qui avait un œil et qui savait reconnaître tout ce qui était beau. Ça, c'est vraiment une grande qualité de Riopelle. Ça allait des voitures à n'importe quoi. Il était toujours à l'affût d'une certaine beauté, d'une certaine harmonie, quitte à la reproduire après. Ça, je peux être certaine de dire ça. Quand je dis ça, je suis sûre de mon coup. Et lui et Joan Mitchell se sont séparés dans quel contexte? Je le raconte dans mon livre, c'est que là, on est dans les années macho. Tu sais. Alors, évidemment, ils se séparent au début, je pense au début ou à la fin des années 70. Joan a une amie, une jeune pupille avec qui elle a chez elle, qui est américaine aussi, qui est belle et qui est jeune. Et bon, Jean-Paul s'en va avec la jeune pupille, qui est Joan, qui va devenir qui a un côté intéressant, ben, je ne sais pas si on peut le dire dans une conférence comme celle-là, mais Joan va être super résiliente dans un sens, parce que, je veux dire, il y a quelque chose de plus affreux que de se faire larguer en faveur de sa meilleure amie qui a à peu près comme 30 ans moins que toi. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun. Et Joan a d'abord réagi avec très grande douleur, puis après ça, elle a fait les plus beaux tableaux de sa carrière. Et ce premier tableau qu'elle a fait après leur séparation s'appelait La vie en rose. Alors là, je vous explique ça à vous autres des spécialistes, parce que Joan était synesthète, c'est-à-dire qu'elle percevait des couleurs dans les odeurs, et elle considérait que Jean-Paul Riopelle était rose. Et donc, elle a fait ce tableau immense qui est maintenant à la Fondation Joan Mitchell à New York, qui s'appelait La vie en rose. Donc, après cette affreuse séparation, on ne peut pas imaginer pire, elle a fait son plus beau tableau. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et c'est écrit sur Internet. Vous pouvez aller voir Fondation Joan Mitchell. Et donc, et Jean-Paul, lui, a continué, a vécu quand même heureux avec cette jeune femme qui s'appelait Alice Jeffcoat pendant un petit bout de temps. Ça a été, si tu veux, l'espèce de dernier repos du guerrier, si on veut. C'est comme ça. Et c'est après qu'il a rencontré Huguette Vachon? Ben, à un moment donné, Alice, moi, c'est à ce moment-là que je rencontre tous ces gens-là. Je veux dire aussi que j'en parle dans mon livre,
j'ai rencontré John Mitchell quelques mois seulement avant sa mort à Béthel, et c'était toute une rencontre aussi. Parce que ça faisait 20 ans qu'elle était séparée de Riopelle, mais quand même, je veux dire, c'est... Et donc, oui, Huguette Vachon arrive plus tard dans le portrait. Quelqu'un comme Leonard Cohen ou comme Jean-Paul Riopelle, c'est des hommes qui ont toujours des femmes. C'est comme ça, puis ils ont des femmes extraordinaires. Alors, moi, je mets Huguette dans dans la même catégorie de femmes extraordinaires. Alors, ce qui se passe, c'est que Hollis, qui est quand même une jeune femme, va quitter Jean-Paul. Et après ça, Jean-Paul un peu de chagrin et tout, mais il s'en reprend, il sort, et puis un jour, il revient avec Huguette à la maison. Huguette est mariée, elle a 2 enfants, laisse tout ça pour Jean-Paul. Alors, c'est des hommes comme ça qui trouvent, comment dire, un ressourcement dans les femmes. Et en tout cas, au moins un certain temps. Ça fait partie de leur magie, ben, je pense. Et Huguette a été avec Jean-Paul, donc jusqu'à sa mort. Oui. Elle était d'ailleurs au lancement, là, tu me dis qu'on pouvait en parler. Là. Elle était Oui. d'ailleurs au lancement de ton livre, en fait. C'était même Jean-Luc qui me l'a présenté, Jean-Luc Dupuis. Donc, j'ai vu une dame, parce que Jean-Paul Riopelle a 100 ans, j'ai vu une dame qui, ma foi, avait l'air d'une femme de 40 ans, 50 ans. C'est une très Oui. belle femme, magnifique, à l'écoute et ont beaucoup de charme. Oui. C'est un peu la preuve, exactement, oui. Huguette était une jeune femme. Je me souviens quand elle est arrivée dans sa vie et tout, c'était le genre de beauté naturelle que Jean-Paul aimait beaucoup, les femmes, je ne dirais pas sportives, mais les femmes un peu plein air, les femmes beauté naturelle, un beau teint, qui sortent, qui sont, la canne à pêche en 1 minute. Alors, Huguette est encore comme ça. Des femmes très actives, des femmes fortes, incroyablement très fortes. Bon, j'imagine, hein, avec les femmes qui devaient aussi toujours alentour de Jean-Paul et l'inverse. Moi, je me souviens de... en fait, c'est intéressant parce que j'ai habité Saint-Eustache quand j'étais jeune et j'ai eu la chance d'aller souper dans un restaurant qui s'appelait le Bistrot à Champlain, qui est un restaurant désormais célèbre. Je pense qu'il existe, mais maintenant à l'hôtel, je ne me rappelle plus du nom, en tout cas, ils ont sa cave à vin. Bref, c'est un radiologiste de Saint-Eustache, Champlain-Charret, Oui. qui avait justement ce restaurant-là et c'était plus grande cave à vin, je pense que tout le monde sait ça, là, une des plus grandes caves à vin privées là, au monde. Et Jean-Paul Riopelle, bon, elle est là souvent, ce restaurant-là était plein à craquer de Riopelle sur les murs. Oui. Et donc, c'est comme ça, moi, que j'ai connu un peu Riopelle parce que, bon, il y avait ça, puis les personnes avec qui j'étais allé, c'était des gens quand même qui connaissaient un peu ce restaurant-là et tout, et qui, finalement, je pense, connaissaient Riopelle. Et donc, Champlain-Charret racontait un peu des anecdotes aussi, que c'était, bon, des amis. Et donc, je pense que il habitait là, à côté, avec Huguette. Et ce restaurant-là a eu un rôle important dans sa vie. C'était quoi ce rôle-là? Ben, je pense que c'était sous le signe de l'amitié. Il y avait une très grande amitié entre Jean-Paul et Champlain-Charret. Je pense qu'on peut dire aussi là-dessus que Jean-Paul Riopelle était un gars, je parlais des femmes tantôt, mais c'était un gars aussi de gars. C'était les activités avec les chums de gars, c'était vraiment important. Et parmi les chums, celui qui était peut-être le chum en chef, c'était Champlain, qu'il a découvert un peu tard dans sa vie parce qu'il y a eu des garagistes. Il y avait toujours des gens un peu de différents métiers autour de lui à Paris. Mais là, à partir du moment où Champlain était là, c'est comme si Champlain lui ouvrait le chemin pour revenir au Québec. Il y a quand même eu ce retour. Il ne faut pas oublier que Riopelle
est-ce que le mot Riopelle en voulait au Québec, il méprisait jusqu'à un certain point la société dans laquelle il est né, dans laquelle il était. Et il voulait rien savoir de ça. Tu sais, c'était vraiment comme lorsqu'on abandonne un parent ou des amis, on ne veut plus rien savoir. Alors, il ne voulait rien savoir, mais Champlain l'a ramené un peu au Québec, si on veut, je pense, et surtout l'a ramené dans la nature. Il en avait besoin. Il avait besoin de cette nature-là, de cette émotion-là. Il fallait qu'il se reconnecte parce qu'il était un petit peu en train de se perdre à Paris. Là. Tu sais, il était un peu... c'était plus satisfaisant pour lui tellement. Il ne faut pas oublier, hein, il y a eu mai 68, il y a eu, la société change à un moment donné, on vieillit. Et là, c'est quoi nos repères à ce moment-là? Tu sais, Paris, c'était son Paris à lui, mais son Paris changeait. Alors, il est revenu où il n'y avait pas de changement possible dans la nature québécoise. Puis c'est Champlain qui y a amené. Parce que Champlain faisait la pêche, la chasse, tout ça. Tu sais. Alors. Alors, bon, parlons un peu plus de toi. Donc, là, on a vraiment une idée de comment tu en es arrivé à faire cette biographie-là, la première fois, comment toute l'histoire de comment tu as réussi à recommander. Donc, je vous encourage vraiment à lire cette biographie. Et comment tu racontes un peu ton histoire là-dedans. Oui. Alors, mais quand même, donc, tu as écrit des livres, tu écris beaucoup. Alors, c'est quoi le rôle de l'écriture dans ta vie à toi? Ça prend quoi comme place là, dans ton quotidien? C'est combien de temps, combien d'heures? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Oui, ça prend plus de temps que je voudrais que ça en prenne. Parce que quelque part, j'aime pas fétichiser l'écriture. Je suis quelqu'un qui a quand même un peu de mal à écrire. Je l'ai dit, je suis dyslexique. Alors souvent, je mets un paragraphe au mauvais. Tu sais, il y a quelque chose de l'ordre qui c'est pas si facile que ça, là, je dois le dire. Mais ce que j'aime, moi, dans toutes ces choses-là, puis Riopelle, c'est ce qui m'a le plus comblé, c'est d'arpenter un monde et de faire comme des liens, tu sais, comme avec un arbre, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, Riopelle aime Courbet. Bien, moi, je vais aller voir les toiles de Courbet. Riopelle aime les voitures, les Bugatti, les ci, les ça. J'y vais. C'est comme pour moi un monde dans lequel je ne me pose pas de questions. Normalement, moi, je ne serais pas allé voir des Bugatti, toutes les voitures. Mais maintenant, là, je suis sur la rue, puis je vois une voiture, puis je vois tout de suite quelle voiture c'est. Une Aston Martin, ainsi, un ça. Mais ça, c'est parce que j'ai sillonné dans ce monde-là. Et c'est ce que j'aime le plus. Là, avant Riopelle, j'ai fait, avant ma biographie reprise de Riopelle, j'ai fait quelque chose sur un pilote de bombardier qui était un ami de mon père qui s'appelait le Berlin Kid, qui a bombardé Berlin 12 fois pendant la guerre. Je suis folle de ça. Je veux dire, c'est pas un milieu qui m'est familier. Oui, j'aime ça, l'écriture, parce que ce que j'aime dans l'écriture, c'est comment je vais construire mon histoire. Tu sais, dans le Berlin Kid, c'est mon père qui m'a dit, qui a connu ce gars-là, et qui m'en a parlé, que moi, je ne voulais rien savoir. Mais où je mets mon père là-dedans, où je mets moi, puis là, je construis cette affaire-là. C'est ça que j'aime. C'est comment je vais un peu, c'est comme des blocs Lego, comment je vais construire mon histoire. Et l'écriture pour l'écriture, je me méfie de ça. Tu sais, la belle écriture, là, je m'en méfie parce que c'est mon ennemi. Je vais rester pris là, parce que c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. C'est toujours, oh, ce que j'aurais dû, est-ce que c'est trop français de France? Est-ce que c'est trop québécois? Est-ce que c'est un anglicisme? On n'en finit jamais. Alors, je vous dis un petit peu comment je le ressens, là, mais j'adore ça, c'est sûr, c'est ma vie, plus que jamais, je dirais même. Là, je m'en vais faire le scénario du Berlin Kid à partir de mon livre avec une maison qui s'appelle Sphère Média, qui est une maison extraordinaire. On fait anglais-français, 90 minutes. Je suis complètement enchantée parce que je vais travailler avec des gens, je vais explorer un nouveau média, le scénario, je connais, mais pas si bien que ça. Et tu sais, c'est le fun, je vais faire les interviews, j'aime ça. Jean-Luc en fait, lui, il aime ça aussi, non, Jean-Luc? Jean-Luc, il a l'air
Il a l'air d'un Saint-Esprit, là. Ça, c'est Jean-Luc. Puis écoute, puis comme c'est un podcast, là, on voit, mais après, les gens ne verront pas. Non, je sais. Mais on a une grande entrevue qui porte sur Jean-Luc Dupuis que vous pouvez aussi écouter. C'est une de nos premières entrevues, on avait fait avec Jean-Luc. Hier. Tu l'as écouté hier? Bon. Ouais. Écoute, en plus, on était sur place. C'est une des seules fois où on a fait ça. Et donc, Hélène, une biographie, qu'est-ce qui est... Parce que, je veux dire, on s'est rencontrés quand même dans le contexte où tu as fait une petite bio tu fais encore des bios pour l'Ordre des psychologues. Et là, je ne sais pas dans quel contexte, mais tu es venu faire une petite bio et ça avait été tellement touché mes parents. Puis tu as fait une petite bio sur moi. Puis les gens je me rappelle de ta mère. Tu m'avais parlé de ta mère. Ouais. Oui. Et c'est drôle parce que on avait quand même passé quelques heures, mais en même temps, je n'ai pas répété. Tu as pogné ça, tu as même appelé du monde, tu as suivi ça. J'étais vraiment impressionné du résultat final en quand même peu de temps. Puis des fois, tu m'amenais sur toutes sortes de questions. Je ne sais pas où ce qu'elle s'en va avec tout ça. Mais tu t'intéresses vraiment aux personnes. Et comment est-ce que l'Ordre des psychologues, finalement, t'ont contacté pour faire... Donc, dans le fond, tu fais des bios, entre autres, sur des personnes, des psychologues qui passent beaucoup de leur temps, finalement, à écouter les gens, poser des questions, s'intéresser au cerveau humain, aux personnalités des gens. Donc, comment c'est arrivé, ça? Puis c'est quoi le plaisir de faire ça, exactement? Bien, écoute, j'ai un côté, je pense, villageois. Là, c'est dans le sens que moi, je trouve que là où je suis capable de percer le mur, c'est toujours quand je dis, vous venez de quelle région, de quelle famille, votre père faisait quoi, votre mère faisait quoi. Là, ils sont souvent les psychologues, là, je me dis, ils ne sont pas habitués de se faire demander ça. Là, je trouve toujours un truc, comme Mme Brion que vous avez eue. Pascal Brion. Oui. Alors là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je la trouve fantastique. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est évident, vous voulez tout contrôler. Je lui ai dit ça. Fait que là, elle dit, pourquoi vous dites ça? Et j'ai dit, vous n'avez pas un cheveu qui dépasse. Mais elle dit, ça, c'est parce que j'ai fait de la nage acrobatique pendant des années. Personne ne savait ça, c'est nulle part sur Internet. Tu me demandes comment je fais comme ça. C'est que j'essaie d'arriver... c'est toujours l'enfance qui est déterminante pour tout le monde. Dès que tu dis, comme toi, ma mère a fait beaucoup de... tu parles de ta mère, c'est sûr que tu viens de te dévoiler un peu, puis après ça, ça va mieux. Non, mais c'est la même chose. Elle, tu vois, c'est la nage acrobatique. Puis Dominique, elle dit, comment tu as fait de savoir ça? Dominique, c'est ma patronne. Oui, je fais ça comme ça, j'aime ça. Alors, on a reçu Pascal Brion, qui a écrit plusieurs livres, qui est psychologue, mais était dans l'année en arrière de moi là, en psychologie, donc je la connais depuis des années. Ça, tu ne savais pas, mais je la connais de très longue date aussi, Pascal. Et moi non plus, je ne savais pas ça. Je sais. Fait que, mais c'est vrai que Pascal, elle est quand même fun, mais elle est quand même très organisée, là. Exact. Je dis à Dominique, moi, j'arrive dans ce style-là, j'ai les cheveux corrects, mais j'avais les cheveux comme ça, puis je dis, vous avez les cheveux toujours attachés. Ça fait un peu bizarre de ma part de juger quelqu'un qui a les cheveux attachés quand je n'ai pas. Mais bon, ça a bien marché, puis on s'entendait très bien. Mais c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est cette espèce de dialogue. Hélène, la place de la créativité dans la société à l'heure actuelle et même de ce que tu vois, donc les psychologues, pas nécessairement les médecins, mais quand même, tu connais bien le système de santé quand même à différents égards. Tu es une journaliste, tu as des amis. Ta cousine était à ton lancement, ancienne rédactrice en chef du Devoir, je pense. Oui, puis on a eu la chance d'échanger. Donc, tu viens d'un milieu où vous suivez l'actualité. Qu'est-ce que tu penses de la créativité dans le domaine de la santé, OK? Parce que là, tu vois, pénurie d'infirmières, ça fait longtemps qu'on l'entend. Tu penses-tu que c'est un milieu créatif? Je pense, je ne sais pas. Je suis loin quand même, mais souvent, bon, il me semble que la créativité,
c'est pas juste l'affaire des créateurs, c'est l'affaire de tout le monde. J'expliquais tantôt que j'ai eu des obstacles, puis je les ai résolus je pense que dans notre vie, il faut être créatif. Bon, dans le système de santé, moi, je pense que les gens ne sont pas généreux. C'est drôle à dire, mais c'est toujours mon truc collectif, mes droits, mais si je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite. Les médias vont souvent, parce qu'eux-mêmes sont syndiqués, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas contre les syndicats, là, plusieurs d'entre vous vont peut-être être. On parle, je ne vous connais pas. Je sais que c'est des choses qui peuvent être sensibles. Je ne dis jamais ça dans un repas le soir avec du vin. Mais quand même, je trouve que tout le monde s'encourage certaines, je trouve ça mesquin souvent. Parce que tu vas aller dans d'autres milieux, dans d'autres pays. Moi, j'ai une de mes amies qui est morte cette semaine, qui a 103 ans, mais elle avait épousé un Hollandais et tout ça. Puis c'était incroyable tout ce qu'elle me disait qui se passe en Hollande. Les gens, en tout cas, il me semblait, ils dépassent le cadre, tu sais. Mais peut-être le système de santé est tellement frustrant qui rend les gens qui rend les gens tellement frustrés qu'il ne leur reste plus rien pour de la générosité. Mais tu sais, les bénévoles, justement, cette amie, elle est morte aux soins palliatifs du Jewish, à côté de chez moi. Et il y avait une bénévole, là, Richka. Mais tu sais, elle venait tous les mercredis. Tu voyais là, que c'était... ça se faisait très bien, là. Elle était là, complètement dévouée, tu sais. C'est une bénévole. Moi, des fois, j'essaie d'être bénévole. Tu peux pas. C'est comme, il faut toutes sortes de papiers. Et alors, je ne sais pas. Ma vision du système de santé, c'est que j'en ai peur. Et j'en ai peur parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de bonté, pas assez de... Tu sais, puis que la bonté n'est pas une valeur qui est très... Bon, c'est valorisé quand les gens, je ne sais pas, moi, il y a une tragédie. On dit, oh mon Dieu, t'es bon. OK, mais ça ne devrait pas être une chose si exceptionnelle. Mais ça, je vois ça comme ça, puis je ne suis pas sûre d'avoir raison. Comme je dis, je ne dirais pas ça dans un souper où il y aurait une infirmière qui est exténuée, puis je comprends que c'est vrai aussi. Mais il me semble que dans notre société, moi, je me fais toujours dépasser par des gars complètement malades en auto. Je peux-tu aller lentement, moi, en auto? C'est juste ça. C'est ça qui est dans toute la société, je trouve. C'est l'absence même de courtoisie, je trouve. Mais peut-être que je suis dans le champ, les amis. Je ne sais pas pourquoi, moi qui écris dans la maison, qui espère jamais rentrer dans un hôpital. L'objectif aussi du Living Lab, c'est d'avoir des opinions, solliciter l'opinion de personnes de différents domaines. Et donc, entre autres, les gens qui viennent en grande entrevue, on leur pose des questions sur ce genre de sujet-là. Il y en a des gens bons. Mon CLSC est très, très bon. Mon CLSC est bon. J'ai honte, là, j'ai honte. Mon CLSC est très bon, très bon. C'est vrai, c'est vrai. Hey, Josée, elle m'a fait, j'ai un orteil tout croche, elle me l'a tout arrangé. Il arrive à travers tout ça, comme avec l'épuisement professionnel qui frôle 50% chez les médecins à l'heure actuelle, probablement que c'est la même chose chez les infirmières, selon les dernières études de l'Association médicale canadienne, du moins pour les médecins. Il y a un des symptômes du burn-out, comme tu sais, c'est comme la dépersonnalisation, comme finalement un manque d'empathie, tout ça. Et c'est un des premiers symptômes que, dans le fond, on ne va pas bien et peut-être que c'est ce que les patients ressentent aussi beaucoup. Sauf qu'à quelque part, probablement que le fait d'aider des personnes fait en sorte que les gens restent encore dans le domaine. Et ce que beaucoup de gens disent, c'est que ça demeure quand même probablement le métier, la profession la plus valorisante parce que j'ai des amis comptables qui vont me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas sauvé des vies aujourd'hui, j'ai fait mes rapports, c'est le fun, puis tout, puis j'aide du monde. Mais dans le fond, c'est sûr que si tu reviens chez vous le soir, puis tu dis effectivement, j'ai peut-être sauvé une vie, j'ai peut-être fait une différence, pas toujours sauver des vies à chaque jour, là, mais j'ai réparé une plaie, bon, il y a quelque chose, j'ai réconforté. À quelque part, ton cerveau enregistre ça et tu te couches le soir, puis tu te sens un peu mieux. Le problème, c'est que là, on le réalise pas toujours.
Deuxièmement, puis sans m'éterniser là-dessus, c'est comme on remarque plus par nos biais cognitifs toutes les erreurs qu'on va faire ou tout ce qu'on aurait pu faire. Et on remarque que le système nous supporte pas, donc il y a une démoralisation par rapport à tout ça. Fait que tout ça pour dire que, Hélène, ton réflexe de peut-être dire, des fois, je pense que ça manque d'humanité, on l'entend beaucoup, puis c'est ça. Mais il y a peut-être nous aussi là-dedans. On pense toujours que le système va nous sauver. Le système va garder nos vieux, qu'on est nous autres en devenir de vieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut penser aussi entre nous, faire des choses entre nous, s'aider, quoi. Vraiment, cet ami qui a 103 ans, elle était dans un endroit, là, et il recevait des jeunes femmes ukrainiennes dans l'endroit pour les vieux. Et les filles ukrainiennes qui venaient ils ont dit, mais chez nous, ça n'existe pas, ça, des CSSD, des CHSLD. Ils ont dit, nous, c'est les familles qui gardent les personnes âgées, ces familles, les villages, tout ça. Mais nous, là, on a un système où est-ce qu'on se décharge de toutes les responsabilités. Puis après ça, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il faut partager les responsabilités. Je suis pas mal sûre de ça. Je ne veux pas dire de tout être médecin, mais les responsabilités sociales, là, ça prend un village, comme ils disent. Me semble. Je ne sais pas pourquoi je m'emporte là-dedans. Ce n'est même pas mon livre. OK, correct. Mais ça fait du sens et justement, on va au-delà des... c'est parfait. Moi, je pourrais te poser des questions encore pendant des heures, Hélène. On aura peut-être l'occasion, mais j'aimerais ça quand même ouvrir. On a plusieurs stagiaires aujourd'hui dans les Vinglabs, les départements. J'aimerais ça ouvrir un peu à quelques questions, comme peut-être une question chaque si on fait le tour. Puis après ça, on va faire un petit wrap-up avec toi et les autres. Jenny va nous expliquer. Ça te va-tu? Est-ce que ça te va? Oui, totalement, totalement. OK, parfait. Alors, qui veut poser une question? Je ne sais pas, Jenny, veux-tu m'aider à checker les gens? Voir qui... Sinon, nous, on pointe les gens. On a Virginie. Je peux essayer de briser la glace. Il faut dire que c'est comme ma première grande entrevue. Fait que j'espère que je vais Virginie, résidente 5 en médecine d'urgence spécialisée, donc de l'Université de Montréal. Bonjour. Donc, bonjour. Je suis très enchantée, très honorée. J'ai vu un peu votre parcours. Je me demandais un petit peu, puis ne serait-ce que très, très humblement, c'est une question quand même assez de base, mais comment vous avez eu, dans le fond, l'opportunité de rencontrer ne serait-ce que Riopel, puis comment vous vient un petit peu vos idées, un petit peu votre processus créatif? Avez-vous des trucs, des choses comme ça? C'est-tu une question claire? C'est-tu pas, Oui, je pense que oui. Vous voulez savoir comment j'en suis? Je suis partie de A pour arriver jusqu'à B. C'est quand même, vous vous rendez compte que c'est 30 ans, là. Mais oui. Au départ, moi, j'étais étudiante en journalisme et j'habitais avec la correspondante du Devoir à Québec. Et elle, à un moment donné, ça va en vacances, elle dit, prendrais-tu la correspondance du Devoir? Alors, A, opportunité, genre hasard. Alors là, je deviens la correspondante du Devoir. Et puis, c'est comme correspondante du Devoir que j'ai ma première entrevue avec Riopel. J'écris mon article. Là, je déménage à Montréal. Là, je me décide à devenir pigiste. C'est-à-dire que je fais des articles pour différents magazines. Et là, Riopel, je le trouve intéressant. Je fais d'autres articles. Et finalement, c'est un peu comme ça que je deviens, que je lui demande de faire sa biographie. Maintenant, au début, j'étais très orthodoxe. Ma première biographie, c'est un modèle, je veux dire, c'est sûr que c'est moi, là, mais je suis arrivée de plus en plus à quelque chose de personnel. Tu sais, comme là, je l'ai expliqué un peu à cause des circonstances, je me suis dit, je ne peux pas encore me poser en spécialiste. La biographie que j'ai écrite, elle a été dans le public pendant 25 ans, donc, je veux dire, elle est intouchable. Mais si je rajoute des choses puis qu'on n'est pas d'accord ou je ne sais quoi, je suis mieux de rajouter des choses de mon point de vue. Alors, mais moi, ça me convenait parce que je venais de faire la même chose avec mon livre sur le Berlin Kid, le bombardier, c'est au jeu. Alors, mon processus, il a suivi, en fin de compte,
je suis satisfaite de ça parce que j'aurais pu voir une contrainte. En fait, au début, j'étais... Mais non, c'est bon pour moi parce que justement, là, j'ai trouvé un peu plus ma voix. Je parle de moi, mais pas tant que ça, à travers un autre sujet. Puis j'explore j'explore ce qui est la biographie ou l'autobiographie, qui est un genre qui est tout en devenir. Tu sais, on pense que c'est des choses qui sont immuables. Pas du tout. Il y a des gens qui écrivent de l'autofiction, de l'automachine, toutes sortes de choses. C'est un genre qui est vraiment, vraiment en évolution. Et moi, je peux m'inscrire là-dedans. Puis sans blague, je suis arrivé exactement là où je voulais arriver. Tu sais? Mais oui, mais je peux me dire ça. Vous allez dire, vous vous réjouissez? Non, parce que j'ai pris l'habitude de ne pas me réjouir. Vous comprenez l'espèce de pacte avec le diable, mais sinon, oui. De ce que je comprends, en fait, c'est comme, dans le fond, on commence avec une espèce de hasard, puis après, éventuellement, on trouve un peu notre voie, puis on est capable de ressortir un peu du côté orthodoxe en essayant un peu, puis rajouter un peu l'expérience discrète à tout ça. C'est ce que je comprends, là, dans le fond. Absolument. Vous le comprenez mieux que moi. Des fois, non, c'est vrai parce que c'est comme si j'étais arrivé, j'avais fait trois sauts plongeons, je suis arrivé exactement sur la cible. Ça m'étonne encore moi-même. Merci, vous avez bien compris. Mais, en tout cas, merci à vous. Merci. Mélissa? Oui, ben, je vais continuer un peu dans la même veine sur le processus créatif, tu sais, il y a ce qui anime comme individu, comme personne. Moi, je m'intéresse aussi un peu aux structures, tu sais, j'essaie de voir pourquoi dans le milieu de la santé, il y a comme ces structures-là qui fait que même des personnes créatives peuvent souvent rencontrer des barrières. Donc là, je vous pose une question à 100$, mais tu sais, vous, là, mettons qu'on vous donne une baguette magique, là, selon votre compréhension dans votre position, pour dire, regarde, je connais le processus créatif, le monde des artistes, de la culture, puis j'aimerais exporter quelque chose, un ingrédient magique pour que le système de santé puisse être plus créatif. Qu'est-ce qui manque? Ce serait quoi avec la baguette magique? Je ne comprenais pas juste au niveau des individus, mais de plus largement du système. Je pense qu'on devrait faire place à des gens plus... à des non-conformistes, leur donner leur chance. Souvent, la boîte c'est dans tout ça, mais j'ai mon âge et j'ai vu ma société se conformiser énormément. Je vais dire, maintenant, c'est rendu, tout est interdit, là, comme dans la chanson de Claude Dubois, là, tu sais, il ne va pas là, fait pas ci, fait pas ça. Je pense que ce n'est pas bon pour aucun système. Comme dans la création, il faut tout se permettre, quitte à ajuster après. Mais je ne dis pas que tout le monde devrait être non-conformiste, mais de temps en temps, là, tu sais, je ne sais pas, à inviter quelqu'un, on dit « Ah, il est weird ». Ben oui, il est weird. C'est peut-être une qualité. Tu sais. Moi, je n'aime pas, puis je trouve que dans notre société québécoise, on est beaucoup conformiste. On veut parce que moi, je le subis un peu, parce qu'on va dire « Hey, spécial ». Je veux bien croire, mais c'est souvent les gens comme ça. Puis regardez-les, puis faites confiance à certaines personnes. C'est quitte à encadrer, mais je trouve que ça prend plus de folie un peu. Tu sais, un peu de folie. On se prend au sérieux. On se prend au sérieux, tous. Mais à un moment donné, on n'avance pas comme ça parce qu'on se surveille, puis tu sais, la jalousie, la mesquinerie. Enfin, je dirais ça. Tu sais, c'est une idée de départ. Il faut voir que les idées de départ, moi, je les abandonne des fois. Tu sais. Je pense que c'est super génial. Puis c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je considère que j'ai finalement appris. Ils disent en anglais, kill your darlings. Tu as une idée de départ, tu penses que tu l'as, là, mais non. Si c'est pas bon, kill your darlings. Débarrasse-toi-en, puis prends-en un autre. Tu sais, les idées viennent quand on est, c'est une habitude. Moi, alors maintenant, je veux moins mourir vite parce que c'est le fun d'avoir des idées. Merci. Ben, je trouve ça intéressant. Puis je me dis, oui, laisser de la place à des gens, mais pas juste d'être de passage puis donner une conférence ou venir brasser le groupe. Mais moi, je me dis, avoir engagé un PDG qui pense en dehors de la boîte, puis d'avoir des gens en position. C'est un fou, là, mais qu'est-ce que tu penses que c'est Elon Musk? C'est un fou, on est d'accord, mais quand même, il a fait quelques petites choses. Il ne faut pas avoir peur des gens qui sont différents, mais il ne faut pas leur donner autant de pouvoir qu'Elon Musk. Là. Je pense. Moi, je parle comme ça des fois, mais mettez-y un doute. Hélène, c'est vraiment intéressant ton point. Et
Mélissa, Dr. Mélissa Généreux, c'est un médecin de santé publique, tu la connais peut-être, là, tu l'as peut-être vu dans les médias, tout ça. Elle est beaucoup intervenue. Ben, c'est une personne créative aussi, beaucoup impliquée dans l'art, dans la communauté en Estrie. Tu étais directrice de la santé publique là, en Estrie et tu l'as peut-être aussi connue lors de ses interventions au lac Mégantic dans la tragédie. Donc, juste pour te dire. Et ça donne que Mélissa est en stage avec nous et elle était étudiante en médecine avec moi. Donc, dans ma deuxième vie en médecine, on s'est retrouvés il y a quelques années. Fait que c'est tout un hasard ici aujourd'hui. Et on a fait une grande entrevue avec Mélissa Généreux. Tu pourras écouter ça si ça t'intéresse. Et là, Mais tu sais, je peux juste quand même, je vous le dis, ben, je suis contente de vous entendre le dire parce que moi, je me suis toujours dit, plus que je vais être créative, plus que je suis perçue comme tannante, puis plus que je me suis toujours dit, ben c'est sûr que j'enlève toute chance de promotion si on considère ça comme une promotion. Là, moi, de moins en moins, parce que j'ai pas le goût d'être promue dans un système trop rigide comme ça, puis je le vois plus comme une démotion. En tout cas, c'est dans la structure actuelle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident que plus on est coloré, plus on passe en dehors de la boîte, plus ça dérange les structures, puis plus on doit être rebelle là, pour être capable de faire sa place et se faire entendre. Tu sais, moi, les seules fois où j'ai réussi à faire de quoi, c'est parce que je suivais pas trop les rangs, puis je me faisais un peu taper ses doigts. En fait, je parle au passé, mais je veux dire, pendant que je vous parle, je viens d'être convoquée par ma direction pour encore quelque chose que j'ai fait en dehors des rangs, là, mais à chaque fois, c'est ça. C'est important qu'on le sache, je pense, parce que ça nuit un petit peu à notre créativité. Il faut s'encourager les non-conformistes. Je me considère comme une non-conformiste. Il faut s'encourager. Non, il y a la solitude dedans. Être isolé, c'est ça. Il faut avoir une gang, au moins un conjoint parce que ça fait toute la différence quand même, tu sais. Parce qu'être seul, là, c'est dur, je pense. Tu sais. Il faut. Puis, oui, moi, j'ai trouvé, tu sais, dans mon projet Riopel, le deuxième, j'ai trouvé un éditeur. Puis, tu sais, c'était pas mon genre de gars. Puis, écoute, ça a été fantastique. Tu sais, je sais pas, il a fait la différence, tu sais. J'y parlais toute la journée, puis de la journée, tous les matins. Puis, ça a été mon. Puis, écoute, c'est un gars, là, à cause de la pandémie, puis tout, je le voyais pas. Je l'ai vu au bout d'un an. Il n'était pas comme je le pensais, mais c'est pas grave, je l'aimais quand même. Oui. Merci, Hélène. C'est Jade, Jenny, qui... Oui, exact. C'est Jade qui est notre stagiaire étudiante à la maîtrise en droit spatial. Bonjour. Merci pour votre conférence, présentation, etc. C'était vraiment intéressant. Moi aussi, j'ai une question sur le processus créatif, mais ça a été comme amené déjà. Donc, en fait, je vais pousser peut-être un peu plus loin parce que je trouve ça super intéressant ce que vous dites par rapport à la pensée out of the box, comme cette idée de sortir. Puis j'ai l'impression aussi que le fait, mais j'en sais rien parce que moi, je suis en dehors du milieu de la santé, là. Mais peut-être que le fait d'avoir des gens qui sont en dehors du milieu de la santé peut aussi amener une certaine richesse. C'est pour ça qu'on est là, je suppose. Et donc, je ne sais pas si vous seriez en mesure peut-être de répondre, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui pourraient améliorer le milieu de la santé actuellement dans notre contexte, là? Je suppose que comme c'est ça, donc dans ce qui a été décrit et tout là. Mais est-ce que vous avez des choses que vous considérez qui vous tiennent à cœur puis qui seraient vraiment améliorées, qui vous semblent... Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est claire, elle est vaste. Puis moi, je ne suis pas une experte, mais bon, je vous parlais, j'ai une amie qui a 103 ans et puis j'ai été très sensible à la question des personnes âgées. J'ai déjà écrit un livre à partir de ce qu'avait vécu ma mère dans une maison privée de personnes âgées. Ce n'est pas exactement la santé, mais ce n'est pas loin. Et je trouve qu'on devrait être vraiment pas juste sensibiliser 10 minutes à cette situation-là. Les personnes âgées, c'est les gens qui nous ont précédés, c'est les gens qui nous ont élevés, c'est les gens qui nous ont... Puis, bon, enfin, ça, pour moi, c'est une chose qui est essentielle. Puis je pense qu'il y aurait une sorte de campagne publique à faire. Quand j'étais jeune journaliste,
me souviens, monsieur, vous autres ne savez pas, peut-être, mais madame, oui, monsieur Castonguay était encore là, tu sais, celui qui a inventé l'assurance maladie, pour vous dire, c'était le début. Et j'interroge une jeune femme qui était, je me souviens plus encore de quoi, je faisais des piges, tu sais, puis c'était probablement une publication gouvernementale. Mais je me souviens encore d'elle, elle était allée à 5 urgences. Puis, tu sais, c'est clair qu'elle avait un problème de santé mentale. Et je me suis dit, on n'y arrivera jamais avec le système de santé, notre système de santé, parce que, mais je ne savais pas quoi lui dire, elle était en détresse, tu sais. Et elle me disait, je suis allée, ça, puis je suis retournée pour avoir un deuxième avis, un troisième avis. Bon, je pense peut-être qu'on ne peut plus le faire, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était mal parti. Et je pense que peut-être, et ça s'est sûrement été suggéré, mais apprendre à se fier à soi, puis, tu sais, pas toujours mettre des ressources de plus. On met des ressources, ça ne change rien, on dirait. Hein? Ça change peut-être un petit peu, mais on met des ressources, mais je pense que la mentalité d'être responsable, de vieillir, tu sais, d'être mature, donc, il me semble que ça peut être quelque chose. C'est les seules choses que je vois parce que moi, je ne suis jamais dans le système de santé comme tel. J'y suis allée dernièrement, mais j'essaie d'éviter, tu sais. Je suis un peu. Mais je me souviens de cet entrevue-là, je vais toujours m'en souvenir. De cet enfant, j'étais une jeune femme, là, 20 ans, mais qui avait fait 5 visites au médecin pour un mal imaginaire, là. J'en ai, moi, de mal imaginaire, mais je vais voir un naturopathe haïtien. Non, mais tu sais, c'est une question d'éducation, de savoir un peu qu'est-ce qu'on est. Tu sais, mais enfin, je ne sais pas si parce que la question était vaste et puis je n'ai pas de baguette magique. Tu sais. Et, ben, merci pour quand même cette réponse. Hélène, on a aussi Sophie Reiss qui a écrit un livre justement sur son parcours avec comme patiente dans le système de santé, qui va pouvoir nous parler un peu de ce vécu-là au moment du lancement de son livre. Tu pourras venir, tu verras ça, tu pourras venir aussi. Ouais. Et donc, toutes ces questions-là vont bien se poser. Je pense qu'on avait Isabelle, après ça, Pat Léonard, des 7 doigts de la main en passant. Hein, on avait vu oui, je l'ai vu, oui. Non, tu n'as pas vu lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Samuel, non, ils se ressemblent tous. Hein? Oui, mais non, ils se ressemblent non, mais c'est moi qui voyais rien. Oui, alors, c'est Virginie. Et là, non, là, c'est Isabelle, Côté maintenant qui va. Isabelle Côté qui est une citoyenne partenaire du Centre de recherche Vitam, parce que, comme tu sais, là, on embarque les citoyens dans les projets de recherche pour réfléchir à tout ça, du début à la fin des projets en général. Donc, Isabelle, merci d'être là. Mais merci à toi. Il est très gentil. Hein? Il aurait pu me présenter en disant que je suis la doyenne de ce groupe. Mais j'aurais trouvé ça flatteur. Mais j'ai beaucoup apprécié Madame de Billy et surtout que j'avais lu votre livre lors de sa parution il y a de ça plusieurs années. Oui? Oui, et je trouve que j'ai le goût vraiment d'aller acheter votre livre actuellement parce que je trouve l'idée de comme, à un moment donné, vous impliquer encore plus dans de ce mode relationnel-là que vous avez eu avec M. Riopel. Donc, je trouve ça brillant. J'ai une question et aussi par rapport aussi tantôt à la créativité, mais est-ce que M. Riopel aimait ce qu'il faisait, se sentait vraiment créatif, appréciait ses œuvres, votre perception? C'est intéressant. C'est rare qu'on me demande. C'est une bonne question. Je dirais que non. Je dirais qu'en tout cas, à l'époque où je l'ai connu, il disait, moi, j'ai toutes sortes d'idées, puis c'est toujours des plans. Et à un moment donné, là, il se dénigrait, tu sais, par rapport à ça. Pourtant, il y a plein de gens autour de lui. Souvent, ces grands créateurs-là, tu as plein de gens qui te disent « t'es merveilleux » et tout. Hein? C'est toujours comme ça. Tu as une cour. Puis, mais non, je pense qu'il n'avait jamais assez...
il n'était jamais rassuré, jamais sur son talent. Et peut-être quand il était plus jeune, il y a des entrevues où on le voit, mais je pense que c'est quelque chose qui n'était pas donné, d'être confiant. Il avait pas confiance en lui. Et c'est peut-être son drame. Je pense. Ma réflexion est celle-ci. Et souvent, bon, Riopelle, on le présente, c'est un peintre, tout ça, il a de l'argent et tout. On le présente comme quelqu'un de très joyeux. Puis moi, maintenant, au début de ma première biographie, j'entérinais cette vision parce que c'est une vision qui rassure les gens et tout ça. Puis autrefois, je vous disais que j'étais chez Franco Nuovo. Puis j'ai dit, mais finalement, il était malheureux. Écoute le silence dans le studio. C'est quelques secondes, mais assez pour voir que c'est comme si c'était un tabou. Je ne pouvais pas dire qu'il était malheureux. Mais dans mon nouveau livre, je le dis pas comme une révélation. Je passe à travers un poète qui s'appelle Frank O'Hara. Mais écoute, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de poser la question. Quand on fait une biographie, on essaie de présenter notre héros sur son meilleur jour quand même. Tu sais, on va faire quelques petits apartés, mais on veut en faire un héros. Et donc, on me sent un peu de côté. Mais non, il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait vraiment. Non, je ne pense pas. Peut-être à rebours, comme il dit, 2 ou 3 tableaux, tu sais, pour quelqu'un qui en a fait à peu près 8000. Merci beaucoup pour votre authenticité. Merci beaucoup. C'est toute une excellente question, ça, Isabelle. Vraiment, tu venu du champ gauche. Ce qu'on va faire, on va peut-être passer à une dernière question de Pat Léonard, qui est un des cofondateurs des 7 doigts de la main et que tu as connu, Hélène, parce que pour la petite histoire, on avait lancé un peu un genre d'appel informel pour écrire un scénario du spectacle de cirque Urgence rurale 360. Oui, Hélène, candidate, tu as fait un pitch. On avait, écoute, du monde, Cirque du Soleil, on avait tout. Pat Léonard avait invité plein de monde. Finalement, c'est Pat Léonard qui a finalement écrit ça lui-même. Fait que tu verras si c'est bon ou pas. Et tu pourras certainement nous donner tes impressions parce que finalement, il y a eu un film à cause de la pandémie. On a filmé ça et là, bon, on cherche à faire un spectacle live, peut-être, mais on a un beau film sur ça. Fait que ça vaut la peine que tu vois ça un jour. OK, puis tu nous donneras ton opinion assurément. Et là, Pat Léonard, donc les 7 doigts, vous faites quelque chose. Qu'est-ce que vous faites justement sur Riopelle? C'est du public? On peut-tu en parler ou là, je n'ai pas. J'imagine. Je ne sais pas si c'est encore public, mais c'est une réalité très présente ici. On jongle comme souvent avec des budgets qui changent, qui peuvent augmenter, qui diminuent, hein, et donc il faut réajuster. On sait c'est quoi avec Urgence 360. Hein? Mais donc, c'est une réalité. C'est Samuel, justement, qui travaille fort là-dessus et on espère vraiment faire, tu sais, peu importe l'ampleur de la création, c'est toujours d'avoir le souci de donner le meilleur rendu pour le montant qu'on a. Et c'est là où Sam en est à se tirer les cheveux de partout. On avait une rencontre ce matin et il a partagé son désespoir d'artiste parce qu'on vit tous ça un peu. Hein. On est... moi, j'ai une belle joie de vivre. En fait, je fais un parallèle sur l'idée de est-ce qu'il était heureux ou pas heureux. Moi, je pense que je suis une personne joyeuse, heureuse, mais même que je me pose des questions, ça n'a pas de maudit bon sens tout le temps. Mais je pense pas que les gens autour de moi en souffrent nécessairement. Et moi, le premier, bon, moi, c'est peut-être parce que j'aime la souffrance. J'ai un petit côté masochiste. Madame de Billy ou Hélène, je ne sais pas si on peut se tutoyer. Ouais. D'abord, je m'excuse, j'ai manqué en fait la majeure partie de votre présentation et donc, je n'avais pas une question particulière, mais je voulais revenir parce que j'ai eu un petit moment de « Ah, j'avais envie de partager sur cette idée que vous avez dit de sortir des rangs, de oser dire, penser les choses différemment, etc. Et je suis tellement d'accord avec vous. Je suis un petit peu le mouton noir des 7 doigts. En tout cas, c'est ma perception, mais j'ai tout le temps des idées saugrenues. Regardez, j'ai fait Urgence 360. Ça n'a pas de bon sens. Mais si je peux faire un parallèle avec le spectacle,
quand on fait des créations, on peut partir dans notre tête puis avoir envie d'exprimer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ouais. Mais quand on pense, si on veut que nos idées vivent ou même survivent un certain temps, parce qu'on crée pour être vu en quelque part, puis tant mieux ceux qui peuvent créer sans avoir besoin d'être vus, mais en tout cas, à mon sens, moi, en tant qu'artiste, j'ai ce besoin-là d'être vu. C'est pour ça que j'ai un désir que Urgence Rurale 360, qui n'est pas un spectacle parfait, loin de là, mais qui part de la bonne place, puis qui dit des belles choses, puis qui est important. J'ai envie qu'ils vivent. Et donc, on n'a comme pas le choix de savoir naviguer entre voici la proposition que j'ai envie de parler de ça, puis c'est ça, blablabla. Puis qu'est-ce que le public est prêt et capable de recevoir? Parce que si tu perds ton public, tu perds tout ton pouvoir de créateur parce qu'il n'y a plus personne pour les voir. Fait que je comprends, il faut jeter des pavés dans la mare, mais il faut savoir rester dans la game. Puis je dirais que Rick, t'es un bel exemple de ça. D'apporter des idées qui sortent des sentiers battus, puis d'arriver à garder ton monde, puis tu continues à avancer comme ça. Fait que c'était pas une question, c'était simplement un commentaire pour faire un parallèle avec le monde du spectacle. Et nous, les 7 doigts, c'est une réalité. On a des idées des fois complètement flyées, mais pour assurer notre survie, notre pérennité, on se doit de naviguer sur ce petit fil de fer qui fait que si on tombe dans l'oubli, on n'a plus notre... voilà. Mais fait que j'aimerais ça, Rick, que quelqu'un d'autre puisse poser sa question. Mais je voulais juste partager ça. Merci. Merci, Pat. En fait, maintenant, j'aimerais, avant qu'on passe à notre petit jeu de la fin que Jenny va animer, j'aimerais évidemment qu'on questionne notre ami qu'on connaît tous, notre Jean-Luc Dupuis national de médecin de Charlevoix et qui est là avec nous depuis le début dans la Living Lab et qui, lui, est un gars pas mal outside the box, un médecin cinéaste. En tout cas, vraiment, c'est un gars qui dit ce qu'il pense et qui est souvent outside the box. Et vous écouterez sa grande entrevue pour voir son opinion souvent du système de santé, de la bureaucratie. Ça vaut la peine, c'est un classique. Alors, Jean-Luc, tu as écouté ça aujourd'hui, tu prépares un film, il est presque fini. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Bonjour tout le monde, mais je voudrais dire que c'est la première fois que je peux écouter Hélène pendant presque 1h30 sans dire un mot. Je pense. Non, mais Hélène, c'est une femme d'exception. Hein? C'est une femme d'une énergie débordante, des capacités intellectuelles hors du commun, mais elle s'est comme bien décrit tantôt qu'elle fait partie de ces non-conformistes, mais elle a son réseau important au Québec, elle a ses appuis, elle a ses amis. C'est une personne que j'aime beaucoup. Alors, je veux juste dire à Hélène, bravo pour ton ingéniosité de ta deuxième biographie. J'emploie le mot ingéniosité parce que c'est important dans nos vies quand ça ne passe pas par la porte A, d'être capable de passer par la porte B. Et ça, c'est vraiment un bon coup. Puis, j'aurai l'occasion sûrement, lorsque mon documentaire sera connu. D'abord, il va être connu parce que j'ai été invité au Festival des films d'art international et je vais être à Québec. On est encore sous l'embargo des dates, mais je vais être à Québec et à Montréal en mars. Le lancement va être fait, puis mon documentaire s'appelle « Les oies » de Jean-Paul Riopelle. Et je termine ça après 15 mois d'ouvrage. Et c'était, je peux dire, une espèce de sauce à spaghetti mêlée des 2 ingrédients les plus importants, la recherche d'une créativité, d'éléments nouveaux, mais avec une discipline intellectuelle, parce que c'est très complexe de faire un film, surtout lorsqu'on s'attaque à un monstre comme ça. Alors, Hélène, je t'embrasse comme la dernière fois, puis je suis toujours contente de te voir en pleine vie comme ça. OK, merci. Merci. Merci, Alors,
Jean-Luc, une belle, c'est bien, beau moment bien dit. Jenny, peux-tu nous expliquer très rapidement qu'est-ce qu'on fait et savoir que c'est extrêmement rapide, il reste 5 minutes. Fait qu'on fait un petit tour pour dire quelque chose. Donc, à la fin de chaque entrevue, ce qu'on fait, c'est qu'on fait parler chaque personne, doit dire qu'est-ce que vous avez retenu ou appris de la rencontre d'aujourd'hui, puis avec quelle émotion vous repartez. Fait que je vais le faire pour casser la glace, donner la POC après. Ça a parti vraiment bien pour moi quand tu as dit que tu fais tout à partir du cœur. Je pense que c'est un peu ce que tu as dit qui manquait dans notre système aussi, il faut revenir à la base de l'humain. Puis, Dr. Dupuis parle de l'ingéniosité du livre, mais moi, j'ai fini par voir aussi qu'il y a autant de réalité d'une situation que de monde qui existe, qui ont vu la situation. Puis je trouve que c'est un grand geste d'humilité de parler au jeu. Parler au jeu, c'est aussi de la communication non violente, etc. Fait que, je trouve que c'est beau puis que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent aussi quand on parle de quelqu'un parce que voilà. Comment je me sens vraiment inspirée? J'ai noté plein d'affaires d'artistes. J'adore me faire raconter l'histoire de l'art. Donc, je me considère comme une personne à mes heures qui est non conformiste. Je trouve que c'est vrai qu'il faut être en gang puis s'en parler plus souvent. Je trouve ça magnifique. J'espère que tu reviendras travailler une fois de temps en temps avec nous autres parce que tu m'as fait grand bien aujourd'hui. Je passe la parole à ma collègue Julie Théberge. Allô? Non, super rencontre. Merci beaucoup. Je suis allée me replonger là, dans les. En tout cas, c'est ça. Je suis allée me replonger. Pendant que tu parlais, là, je suis allée regarder des toiles de Riopelle. Ça m'a rappelé, en tout cas, une visite que j'avais été voir au musée de ses œuvres. Fait que ça m'a fait du bien de me replonger dans la peinture. Puis, Jenny, tu m'as comme un peu damé le pion, là, mais moi aussi, là, quand ça a parti avec je fais tout à partir du cœur, mais je pense que c'est ça. Ça m'a aussi rappelé un professeur à l'université quand j'étudiais justement en art visuel. C'était il faut partir de ce qui fait battre notre cœur. Là. Fait que ça m'a beaucoup rejoint. Fait que non, puis j'étais en rédaction, là, je fais quasiment juste ça, écrire. Fait que de parler à quelqu'un d'autre qui écrit, ça fait toujours du bien d'entendre parler de cette réalité-là. Fait que merci beaucoup. Merci. Isabelle Dionne? Il y a plusieurs choses qui m'ont touchée. Moi, une chose qui m'a touchée, Madame de Billy, c'est de voir que finalement, les accomplissements et les belles rencontres que vous avez faites dans votre vie partent quasiment d'un coup de chance, de votre colocataire qui avait besoin d'une remplaçante. Puis des fois, on ne sait pas toujours comment le destin peut nous jouer des tours. Bien évidemment que vous avez saisi les opportunités là, par la suite, puis vous avez vous-même tissé ces grandes rencontres-là. Mais j'ai trouvé, je me mettais dans votre peau pour quand vous avez voulu faire la biographie de M. Riopelle, puis d'avoir un nom de la famille ou en tout cas de toute l'institution qui gravite autour, ça doit être assez difficile. Fait que, la résilience, la ténacité, vous le faites avec le cœur, mais j'imagine que humainement, quand on a déjà porté cette biographie-là, puis on a juste le souffle de vouloir en faire une deuxième, ça doit être quand même assez, assez je ne sais pas comment le nommer, là, mais ça, je félicite votre ténacité. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Virginie? si vous voyez que des choses ont été dites, puis vous voulez juste dire quelque chose de bref et tout, vous avez le droit, ou vous n'êtes pas obligé, là, ne pas vous stresser avec tout ça. Jade, je pense. Oui, mais je vais y aller rapidement parce qu'il y a effectivement des choses qui ont été dites. Tout ce qui était au niveau du cœur, effectivement, agir avec le cœur, ça m'a touchée. C'est aussi ce que j'apprécie, c'est ce que je préfère comme manière d'agir. Également, il y a deux choses qui m'ont... une chose qui m'a touchée, mais ça concerne Riopelle et vous-même. C'est parce que on parle de l'idée, on travaille sur le leadership. Puis, vous parlez de créativité, mais moi aussi, j'ai remarqué une certaine accessibilité
je dirais dans le sens, quand vous nous avez parlé de Riopelle, vous nous avez dit que c'était quelqu'un qui s'ouvrait à l'autre et qui acceptait l'autre. Il n'y avait pas ce côté hautain, ce que je vois aussi chez vous et ce que je trouve qui fait un bon leader. Donc ça, j'apprécie ça parce que je trouve que c'est fondamental pour permettre à autrui de partager avec soi. Puis, finalement, je trouve que le fait que vous ayez été si proche de lui, que vous nous ayez vraiment conté des moments de votre vie, c'est touchant. Donc, voilà, c'était ça. Je passe la parole à Mélissa. Ben, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais une autre chose qui m'a marqué, même je pense pas que c'était le propos central de l'exposé, c'était il y a des gens qui ont l'air, tout a de l'air facile, tout a de l'air beau, puis qui rayonnent, puis qui performent un peu, vous. Puis de dire, ben moi j'écris, mais je trouve pas ça si facile, puis j'en ai des problèmes. Je trouve, je sais pas si c'est malsain, mais j'ai trouvé ça le fun d'entendre ça, dire, ah, ben, mon Dieu, ouais, c'est le fun de voir que quelqu'un écrit bien, a du succès, mais qu'elle admet que c'est pas nécessairement facile. Bref, je salue ce courage-là de le dire. C'est réconfortant que finalement, on peut avoir du succès, des bons coups, même si en apparence, ça avait l'air facile puis que c'était semé dans le bûche. Donc, merci d'avoir dit. Isabelle? Dans ce que vous nous avez livré, il y a un ingrédient que j'ai beaucoup apprécié aussi dans votre créativité, c'est l'art de foncer. Et vous êtes une fonceuse. Puis je vous remercie. C'est vous, Isabelle. Alors, donc, peut-être Virginie? Je vais foncer avec la dernière phrase. C'est juste pour dire, dans le fond, que je trouve que c'est très beau de... Je m'excuse, le chat en arrière. Oui, le chat! Lui aussi, il fonce. Mais c'est dans le fond de rester à l'affût aussi des opportunités. Je pense que ça a été bien dit aussi avec Riopelle, qui était à l'affût, dans le fond, de toutes les couleurs, de toutes les opportunités. Puis de stress que de bien s'entourer aussi. Lui, ça a été quand même dans son parcours quelque chose d'important aussi et influent. Je pense que je retiens ces deux messages-là. Dans le fond, vraiment très inspirant et je reste très curieuse et motivée, en fait. Merci beaucoup, Mme Deluy. Moi, il y a peut-être une chose que j'aimerais ajouter, Richard, si tu permets. Non, comme d'habitude, je vais te dire non, mais ça ne dérangera pas, tu vas te dire. Non, mais je suis dans mon auto. Je suis dans un stationnement à Québec. Moi, c'est parce que c'est un élément qui n'a pas été dit et qui n'est pas assez souvent dit. À propos d'Hélène et d'autres personnes, Hélène a une vitalité intellectuelle et culturelle qui a passé les années et qui dure. C'est pas un feu de paille. Et je pense que son sourire qu'on a là, c'est un sourire quasiment d'adolescente qu'on voit. Mais il faut admirer des gens comme elle qui continuent décennie après décennie à avoir cette vitalité-là et cette endurance malgré les difficultés. On m'avait toujours, il ne faut plus le dire aujourd'hui, ce terme-là, parce que je vais me faire accuser par les féministes. C'était dit par un grand poète, on reconnaît la valeur d'un homme à sa durée. On va ajouter les femmes aussi, là. On va dire, on reconnaît la valeur d'un être humain par sa durée. C'est Hélène de Billy, adieu. Espérons. C'est parti. Merci, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Donc, rapidement, pour ceux qui restent, qui ont été là, je pense que c'est Sophie, Sonia, ceux qui étaient en entrevue. Donc, moi, je vais peut-être surfer sur j'ai senti de la sororité et de la complicité dans le deep dive. Là, quand on décide de creuser un sujet là-dessus, je peux comprendre le feeling, les cernes peuvent le témoigner. Il y a beaucoup de sacrifices derrière chaque couverture. Puis souvent, les gens souvent avec l'accès au contenu rapide, on oublie tout le travail qu'il y a derrière. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun qu'on prenne le temps de le mentionner. Je pense que c'est essentiel. Puis le potentiel du oui. Souvent, je dis oui à tout. Je dis oui à tout, mais j'ai aucune idée où ça va mener. Puis on en parlait mardi quand on s'est rencontrés la dernière fois. J'ai réécouté parce que j'étais absente au début, mais il y a plein de gens qui disaient ouais, je ne sais pas trop où ça va me mener, mais j'ai comme dit oui à cause que Richard y est fin. Fait que souvent, ça commençait comme ça. Mais je pense que c'est ça. Je suis convaincue que ça va nous mener à quelque part, puis c'en est un bel exemple. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui. Et des fois,
Il ne faut pas essayer, je pense, si on est dans le « il faut pas essayer de trop diriger. Moi, j'ai tendance à dire « mais je ne veux pas aller là ». Laissez aller les choses des fois. C'est surprenant. Ce qu'on craint le plus nous apporte souvent les plus grandes joies. C'est vrai quand même. Oui. Bon, voilà, une petite note là, moraliste. Merci. Hélène, je pense qu'il restait Sonia qui était là à l'entrevue. En fait, moi, ce que je répéterai pas là, parce que tout le monde a comme dit l'essentiel, mais je voudrais juste vous dire à quel point vous êtes authentique comme personne. Puis ça, je pense aussi que c'est une belle qualité d'un leader quand on est authentique avec et sa pensée et ses actes. Je retiens beaucoup aussi que vous avez mentionné à travers tout ce qui a été dit, là, je suis d'accord avec tous les propos, mais je retiens aussi cette espèce de folie que vous avez mentionnée qui nous permet des fois de faire en sorte que les barrières devant nous tombent. Et c'est là qu'on peut être vraiment soi et qu'on accueille davantage le changement. Fait que je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle authenticité et cette belle entrevue aujourd'hui. Merci. Et on a une personne qui s'est jointe, en fait, 2 personnes, Émilie qui est en stage avec nous et Mylène qui est une des mentors du Living Lab. Donc, je pense que Mylène t'a manqué l'entrevue, tu voulais venir, mais t'as manqué l'entrevue. Je ne sais pas si tu penses, on fait souvent la joke aux gens, ils arrivent en pré-entrevue et on dit « Ah, ça se termine, tu étais trop tard. » Mais toi, tu étais vraiment trop tard, mais tu as la bienvenue de rester pour… C'est une erreur d'amateur. Et donc, Mylène, c'est un professeur à l'Université de Sherbrooke, elle a une chaire de recherche. Elle étudie justement le système de santé. Hélène, et tu me fais penser beaucoup à Mylène, que je connais depuis longtemps, qui a aussi du culot, puis… qui est un peu ta fougue, un peu comme toi. Hélène Debier, donc merci à tout le monde d'avoir assisté à cette grande entrevue du Living Lab Charlevoix pour cette 9e cohorte de stage de leadership et d'innovation. On a reçu Hélène Debier, qui est auteure du livre Riopelle et moi, et en guise de reconnaissance pour ton travail et parce que ton œuvre est vraiment excellente. On va acheter un livre pour chacun des stagiaires. On va voir comment procéder, on te le dira. Mais on va acheter un livre pour chacun des stagiaires. Puis peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion, on ira au salon du livre pour que tu puisses nous le dédicacer. Mais avant de terminer, c'est toi qui as le dernier mot, Hélène Debier. C'est toi qui vas nous dire comment tu te sens après cette expérience-là et qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette expérience-là. Tout le monde fait ça, c'est un moment super clé. OK, je ne savais pas, là, mais c'est la même affaire. Ouais. J'ai trouvé beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est moi qui ai le micro? Oui. Et puis, quand vous parliez, vous disiez toutes des jolies, gentilles choses à mon égard. Ça me fait vraiment un velours. Et je me suis dit qu'il y a peut-être une chose que je n'avais pas mentionnée et que ça encouragera peut-être les plus vieux, c'est que mon exercice en est un aussi de mémoire. Et c'est important de savoir qu'à un moment donné, la mémoire est aussi un refuge. C'est-à-dire, c'est les petites choses qu'on a vécues et comment on se les rappelle, ce n'est pas nécessairement la réalité. Mais moi, ça a été, c'est un autre grand continent à explorer. Puis, simplement, c'est ce que je voulais dire parce que mon livre est un exercice de mémoire aussi, tout centré sur Jean-Paul Riopelle. Mais aussi, j'évoque mon père, j'évoque ma mère, j'évoque toutes sortes de choses, des paysages. Et ça fait plaisir. Je vous dis, quand on parle d'écriture, se permettre une petite fenêtre derrière, là, ça fait plaisir. Hélène Debier, merci pour ta générosité et au plaisir de te revoir. Merci Ricky, merci tout le monde, Jean-Luc, etc. Bye tout le monde. Merci.